Tomber à la mer fait partie des dangers que tous les navigateurs craignent. Mais si cet accident se produit lors d'une navigation solitaire, nous ne sommes plus seulement dans le domaine du danger, mais nous rentrons dans celui du cauchemar. C'est justement ce qu'a vécu Olivier, et c'est son histoire que je vais vous conter aujourd'hui. Le 7 août 2022, dans la douce lumière d'une matinée d'été, Olivier, la cinquantaine sportive, embarque sur le Ripley, son tout nouveau bateau qu'il a acheté en début d'année et qui sort tout juste du chantier de Folleux qui a assuré sa rénovation. Le Ripley n'est pas n'importe quel bateau. C'est un trimaran fabriqué en 1988 pour participer à la Transat anglaise de l'Eurostar. Sa conception était innovante pour l'époque, avec ses bras en X et ses petits foils qui lui confèrent une allure à la fois élégante et redoutable. Long de 9,40 m et large de 8,40 m, il glisse sur les vagues comme un oiseau majestueux, naviguant facilement au-dessus des 10 nœuds, et il n'est pas rare qu'il fasse des pointes à plus de 20 nœuds. Pour sa dernière participation à l'Eurostar en 2000 sous le nom de Trinitrine, il est resté 13 jours consécutifs en tête de la course. Bien qu'Olivier n'ait pas une grande expérience de navigation sur ce type de voilier, il n'est pas pour autant débutant. Marin dans l'âme, il a découvert la mer dès son plus jeune âge à l'école de voile de Méché. Pour lui, que ce soit sur une ou deux coques, le plaisir est toujours au rendez-vous. Sa passion pour la voile l'a même conduit à être sélectionné pour les championnats de France de Hobbycat. Depuis, il a toujours eu un bateau dans sa vie et ses participations aux courses croisières, qu'elles soient locales ou lointaines, sont innombrables. Il est 10 heures quand le Ripley sort de l'écluse d'Arzal pour rejoindre Fouras, son nouveau port d'attache. Le temps est magnifique, le ciel est d'un bleu éclatant et la météo prévoit un temps chaud et ensoleillé avec un vent de nord-est soufflant entre 15 et 20 nœuds. Olivier, impatient de profiter de ce convoyage en solitaire pour prendre en main son trimaran, ne peut rêver de meilleures conditions pour parcourir les 120 milles nautiques qui le séparent du port charentais. Propulsé par son petit hors-bord, le Ripley descend doucement le chenal sinueux de la Vilaine. Olivier, le cœur léger, profite de cet instant de calme pour vérifier son bateau. Tout est en ordre, la grand-voile est envoyée, bientôt suivie du génois. Les dernières balises du chenal doublées, le petit trimaran prend un cap au sud-ouest poussé par le vent du nord. Progressivement, le Ripley prend de la vitesse, comme s'il était attiré par le large. Et c'est à 6 nœuds qu'il double bientôt la pointe du Croisic. Olivier, détendu et heureux, regarde son bateau filer sur une mer scintillante, savourant chaque instant. Vers 13 h, le vent se renforce et le bateau accélère encore. Le speedo indique maintenant 15 nœuds. Les conditions de navigation deviennent plus sportives, mais le pilote automatique assure parfaitement son rôle et le bateau reste stable. Bien qu'Olivier soit maintenant un peu secoué, pour immortaliser cet instant, il attrape son portable et filme ce moment unique qu'il est en train de vivre. Quoi de mieux qu'une vidéo en direct pour partager avec son épouse et ses amis restés à terre les sensations de la navigation et son bonheur d'être en mer. Vers 13h30, le vent monte à 20 nœuds et la mer se creuse un peu. Olivier remarque que le feuille du flotteur au vent est en position médium, ce qui est anormal. Il devrait être complètement relevé pour ne pas toucher l'eau dans les mouvements de contre-gîte. Conscient du danger, il décide d'aller le relever. Avec précaution, il avance vers le feuille, se saisit du bout de relevage, s'assoit à cheval sur le bras qui relie le flotteur à la coque centrale, les 2 pieds posés sur le flotteur. Il est maintenant en parfait équilibre pour tirer sur la sangle et replacer le feuille dans sa position haute. Soudain, le flotteur sur lequel il est appuyé reprend contact avec l'eau. Instantanément, sous l'effet du vent, le bateau se met à agiter, s'appuyant à nouveau sur le flotteur sous le vent, stoppant net le mouvement de remontée du flotteur au vent. Olivier est catapulté dans les airs, retombant violemment sur le bras du flotteur. Une douleur fulgurante traverse son dos, puis il bascule vers l'avant et tombe à la mer. Il serre toujours dans ses mains le bout de relevage du feuille et se retrouve tracté par le bateau le long du flotteur. Olivier tente de remonter sur son trimaran, mais le flotteur est trop haut. Il boit la tasse de plus en plus souvent et bientôt, il doit abandonner, n'ayant plus de force dans ses bras.
Il lâche la corde qu'il retenait encore à son bateau et se retrouve flottant dans son gilet de sauvetage, qui s'est bien gonflé, mais qui lui tient à peine la tête hors de l'eau. Le Ripley s'éloigne rapidement, rétrécissant à vue d'œil, jusqu'à disparaître à l'horizon. Olivier met plusieurs minutes à retrouver son calme et sa respiration. Sa situation n'est pas brillante. Son dos le fait souffrir et les flotteurs de son gilet remontent à la surface sans tirer son corps vers le haut. Il a commis l'erreur de ne pas ajuster sa sous-cutale au départ et maintenant il est obligé de plaquer les flotteurs à son buste pour flotter correctement. Il essaie de régler ses foutus sangles, mais dans l'eau et avec son dos qui le fait souffrir, c'est peine perdue. Il aperçoit la côte en face de lui, mais elle est loin et le vent de terre le pousse vers le large, lui interdisant toute possibilité de nager vers le Croisic. Il se retourne et aperçoit au large le parc éolien. Il est tombé exactement à mi-distance entre le Croisic et ce champ éolien. Une sombre pensée l'envahit. Il se dit qu'il ne va pas s'en sortir, qu'il est vraiment au milieu de rien, sans aucun bateau autour de lui pour le secourir. Mais finalement, c'est son instinct de survie qui reprend le dessus. Son analyse de la situation fait ressortir qu'il lui reste encore 2 chances d'être sauvé. Soit un bateau le retrouve, soit il nage poussé par le vent jusqu'à une éolienne, espérant y trouver une échelle. Mais s'il ne trouve là-bas qu'une paroi en béton avec des huîtres et des moules, cela ne l'aidera pas. Sa décision est prise. Il commence à nager sur le dos, ne pédalant qu'avec les pieds, car depuis sa chute, le moindre mouvement des bras lui cause une douleur atroce. Il progresse doucement, faisant des pauses régulières pour reprendre son souffle. Mais à chaque arrêt, le froid l'envahit et il doit se remettre à pédaler. Avec le clapot et son gilet mal ajusté, son visage est régulièrement submergé. Il doit donc trouver le bon rythme entre effort physique et respiration. Cela fait maintenant 1 heure qu'il nage et il n'a pas du tout l'impression de se rapprocher des éoliennes. Celles-ci sont si grandes qu'elles lui semblent plus proches qu'elles ne le sont en réalité. Olivier reprend son pédalage quand tout à coup, il entend un bruit de moteur. Il cherche autour de lui et aperçoit un bateau de pêche qui vient dans sa direction. Avec un peu de chance, les marins le verront, car s'il continue sur son cap, il devrait passer à moins de 200 mètres de lui. Olivier se redresse du mieux qu'il le peut et fait de grands signes avec son bras valide. Grâce à son gilet fluo, il espère être aperçu. Mais le bateau continue sa route sans le voir. En un instant, son espoir s'évanouit. Il a froid et comprend que même si un bateau passe à proximité, rien n'est gagné. Paradoxalement, à cet instant, il n'a pas peur. Son esprit analyse froidement la situation. Il comprend que plus le temps passe, moins il a de chances de s'en sortir. Il sait que son bateau, dirigé par le pilote automatique, fait route aux 145 degrés et qu'il finira bien par s'échouer quelque part, déclenchant des recherches. Mais quand ? En effet, s'il suit cette route, le Ripley devrait passer à l'ouest de Noirmoutier et à l'est de l'île Dieu. S'il ne percute pas une de ces îles, la prochaine côte est Oléron, qui se trouve à 90 000, à une moyenne de 10 nœuds. Cela ferait s'échouer dans la nuit, ne déclenchant les secours au mieux que le matin. À cet instant, Olivier prend conscience qu'il ne va peut-être pas s'en sortir. Il se revoit peu de temps avant sa chute, tourner une vidéo pour sa femme et ses amis. Il y a maintenant plus d'1 heure de cela et il espère que s'il ne voit pas d'autres vidéos suivre, ils vont peut-être trouver cela bizarre et l'appeler. Comme ils n'auront aucune réponse, ils lanceront sûrement l'alerte. Mais tout cela reste hypothétique. Olivier l'ignore, mais 45 minutes après sa chute, son bateau, qui file toujours à une dizaine de nœuds, va droit sur le bateau des pilotes de Loire. La Couronnée est au mouillage en attente d'arrivée de cargo. C'est un bateau de 40 mètres avec une veille permanente à la passerelle. L'officier de quart, voyant un trimaran arriver droit sur eux, se dit que le comportement de ce bateau est anormal. Il essaie de l'appeler par radio, mais n'a aucune réponse. Le voilier va vite et la collision semble inévitable. Il donne l'ordre de démarrer les moteurs pour laisser le passage au trimaran qui arrive à toute vitesse. Mais cette manœuvre est longue. La Couronnée est un gros navire et ils sont au mouillage. Les moteurs sont à peine démarrés que le trimaran vient impacter le bateau. Sous le choc, l'étrave du Ripley explose, mais le bateau flotte encore et part à la dérive. Ne voyant personne sur le pont, l'équipage du Couronnée met un canot à l'eau pour inspecter le trimaran.
Très vite, l'officier qui est monté à bord constate qu'il n'y a personne et comprend que le bateau était sous pilote automatique et que l'équipage est certainement tombé à la mer. En explorant l'intérieur du bateau, il découvre un téléphone qui heureusement n'est pas verrouillé. Dans le répertoire se trouve le dernier numéro de téléphone qui a été composé. Il refait le numéro et tombe sur l'épouse d'Olivier. Celle-ci est surprise d'entendre une voix inconnue. L'homme lui annonce que le Ripley vient d'être retrouvé sans personne à bord et lui demande si elle peut répondre à quelques questions. Sous le choc, elle l'informe qu'Olivier convoyait en solitaire le Ripley d'Arzal à Fouras et qu'elle avait reçu une vidéo de son mari il y a seulement 45 minutes. En continuant d'explorer le bateau, l'officier trouve une tablette avec le programme de navigation. En regardant la trace du bateau depuis le départ, il voit clairement qu'à un certain moment, cette trace devient parfaitement droite, sans aucune correction, alors qu'auparavant, celle-ci était fréquente. Il est donc probable que la chute s'est produite dans la zone où la ligne droite a commencé. De retour sur la Couronnée, les pilotes transmettent les infos qu'ils ont recueillies au Creusetel qui dirige les recherches. Revenant d'une intervention à la pointe Saint-Gildas, la vedette SNSM de la station de Pornic ainsi que 4 autres bateaux sur site sont mobilisés. Une veille attentive est également demandée à tous ceux naviguant dans le secteur. Après avoir étudié les données de navigation de la tablette, le CROSS divise la zone de recherche et la répartit entre les différents moyens à sa disposition, soit 2 vedettes de la SNSM, un bateau de la gendarmerie, l'hélicoptère Dragon 56 et l'Acta Auriga, navire de soutien offshore travaillant sur le pôle éolien. Cela fait maintenant 1h30 qu'Olivier est tombé à l'eau. Il ignore que les recherches pour le retrouver ont commencé. Désespéré, il n'a vu jusqu'ici qu'un seul bateau passer près de lui et il sait que plus le temps passe, plus ses chances de survie diminuent. Il repense à la dernière vidéo qu'il a postée et se dit que c'est la dernière chose que sa famille et ses amis auront de lui. Sur cette vidéo, il est heureux car son bateau marche super bien et il leur dit « Fouras, j'arrive, ça fume !» Et finalement, il va disparaître en leur laissant cette vidéo où il est heureux. C'est le seul point positif qu'il voit dans cette situation. Soudain, un bruit de moteur le sort de ses réflexions. En tournant la tête, il voit un bateau de pêche qui vient dans sa direction. En faisant un tour d'horizon, il aperçoit un autre bateau bien plus gros, celui-là, et plus loin. Mais avec une route perpendiculaire à sa position, il n'a aucune chance d'être vu. Il reporte donc toute son attention sur le bateau de pêche qui s'approche. Olivier voit clairement les câbles du chalut tirés par l'embarcation de pêche. Il se dresse dans l'eau et agite son bras encore valide en espérant être vu cette fois. Il constate que le grand bateau vire de bord. Le chalutier fait de même. Les 2 bateaux pointent désormais leur étrave vers lui et là, il comprend que c'est la fin de son cauchemar. Le bateau de pêche d'une dizaine de mètres s'approche. Olivier voit nettement le nom de son sauveur inscrit sur la proue. Il se nomme La Revanche. À quelque encablure, l'autre navire observe la manœuvre. Il s'agit du bateau chargé de la surveillance du parc éolien pendant sa construction et qui a été mobilisé par le CROSS pour participer aux recherches. Il transmet rapidement l'information pour que la chaîne des secours se déporte sur la zone. La Revanche stoppe à quelques mètres d'Olivier et le patron lui lance un grand bout pour le tracter jusqu'à son bord. Malgré tous ses efforts, avec son dos douloureux et son bras bloqué, Olivier ne parvient pas à se hisser à bord. Le patron se penche alors, se saisit de son bras valide et en 2 secondes, Olivier est sur le pont du bateau. Le naufragé maintenant à son bord, il prévient aussitôt par radio le CROSS et la vedette de la SNSM qui lui demande d'essayer de réchauffer le naufragé en attendant leur arrivée. Olivier, assis sur le pont, le dos appuyé au bastingage, est conscient mais transite froid. Le patron pêcheur lui enlève son gilet de sauvetage et sa veste, puis l'enveloppe avec un drap pour le protéger du froid. Malgré cela, Olivier grelotte, mais il est heureux. 10 minutes plus tard, la vedette de la SNSM arrive et se met à couple de La Revanche. Olivier est transféré d'un bateau à l'autre, puis enveloppé dans une couverture de survie avant de prendre place dans un grand fauteuil de la cabine où on lui annonce qu'un hélicoptère va venir le chercher.
Après l'avoir réchauffé et examiné, le personnel de la vedette lui explique qu'il a eu beaucoup de chance, car d'expérience, ils savent qu'il est rare de retrouver un naufragé qui dérive au large dans une mer formée, surtout avec un gilet comme le sien. Bientôt, l'hélicoptère Dragon 56 arrive et se met en vol stationnaire pour descendre une civière et un plongeur sauveteur par hélitreuillage sur la vedette de la SNSM. Avec la suspicion de fracture aux côtes d'Olivier, il pense en effet qu'un hélitreuillage en civière est la meilleure solution. En quelques minutes, Olivier s'envole dans les airs et se retrouve à l'intérieur de l'hélicoptère qui l'emmène directement à l'hôpital de Saint-Nazaire. Aussitôt pris en charge par les urgences, les médecins soumettent Olivier à un examen approfondi qui laisse apparaître la présence d'eau dans ses poumons, une côte cassée, une plaie à la tête nécessitant 4 points de suture et un début d'hypothermie qui devra être traité par réchauffement mécanique. Le Ripley, quant à lui, a été remorqué par la SNSM vers le port de Pornic. L'histoire d'Olivier, marquée par le danger et l'incertitude, rappelle à tous que la mer, bien que magnifique, peut être impitoyable. Il y a beaucoup à dire sur cette histoire et je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour faire le bilan. Alors, le bilan, qu'est-ce qui en ressort? Il en ressort que l'accident n'était pas dû au manque de capacité de son skipper, qui avait une grande expérience, mais plus certainement dû au fait qu'il a changé de support et qu'il n'était pas encore habitué à son nouveau bateau. Il faut savoir qu'il y a une grande différence déjà entre tous les bateaux, mais en plus, si vous allez d'un monocoque à un multicoque, ça va être très différent. Ce qui fait tomber l'homme à la mer en général, c'est pas tant les mouvements du bateau, mais c'est le non-contrôle de ces mouvements. C'est-à-dire quand vous êtes surpris par un mouvement qui n'est pas habituel. Sur un monocoque, il va se mettre à gîter, ça peut être impressionnant, mais très souvent il est appuyé, il a les vagues régulièrement qui passent, et bon, ça nous permet d'anticiper et de bien se tenir. Sur un catamaran, vous avez un bateau qui est beaucoup plus stable, qui lui a plutôt des tendances à tanguer plutôt qu'à rouler, et donc aussi on enregistre, quand on navigue souvent sur ce bateau, on enregistre ce mouvement-là et on est prêt. Sur un trimaran, c'est un peu différent, c'est qu'un trimaran, ça va assez vite, ça décolle sur une coque et ça peut très bien d'un seul coup rencontrer une vague et paf, avoir un coup de frein assez brutal, comme vous pouvez avoir d'un seul coup un coup de gîte, un contre-gîte, et comme il est très large, si vous vous trouvez sur un flotteur, comme dans Olivier, vous allez vous trouver propulsé comme avec une catapulte en l'air. Vous retrouvez aussi ce genre de phénomène sur les monocoques qui ont des feuilles, les nouveaux monocoques plutôt de course actuellement, où ils accélèrent très vite, ils décollent, et pour une raison ou une autre, une baisse de vent, une vague rencontrée, paf, il se met à freiner, et là vous prenez énormément de jets d'arrêt, paf, et ça redémarre, là c'est reparti. Et ça, si vous êtes sur le pont, vous n'y attendez pas, vous pouvez très vite être jeté à la mer. Alors certains pourraient reprocher à Olivier de ne pas s'être attaché. C'est pas faux, s'il était attaché, il ne serait peut-être pas tombé à la mer. Mais ça uniquement s'il s'était attaché à un point central du bateau qui lui évitait complètement de tomber à la mer. S'il s'était retrouvé quand même à la mer, il se serait retrouvé remorqué par son bateau et très certainement il se serait noyé. Alors que là, n'étant pas attaché, il a pu flotter en étant libre. Sinon, imaginez-vous attaché comme ça à la coque du bateau, recouvert continuellement d'eau de mer, c'est la noyade assurée. Donc, toujours ne pas oublier, si vous vous attachez, c'est de vous attacher dans un point central du bateau pour que vous ne puissiez pas atteindre l'eau, la surface de l'eau si vous tombez. Ça, c'est fondamental, il ne faut jamais l'oublier. Pour continuer ce bilan, alors j'ai passé le gilet de sauvetage, je voulais vous parler de l'autre problème qui ressort dans le bilan, c'est le gilet de sauvetage qui était mal ajusté. Déjà d'une part, il n'avait pas mis sa sous-cutale, alors la sous-cutale, on l'a ici, hein, donc toujours bien ajusté, vous voyez, il ne faut pas que le gilet remonte plus que ça. Il ne faut pas que ça vous gêne pour marcher, mais il ne faut pas non plus que le gilet puisse remonter. Autre point, c'est quand vous passez un gilet de sauvetage, il faut qu'il soit pas trop large. Vous devez avoir la place d'une main entre votre fixation et votre corps. Hein, et là, il sera parfaitement ajusté. Encore un point important, c'est le choix du gilet de sauvetage. Il faut savoir que dans le commerce, il existe plusieurs sortes de gilets de sauvetage. Il y a plusieurs volumes. Bon, le choix ne va pas se faire en fonction de
votre poids, puisque une fois dans l'eau, votre poids, d'après Newton, s'annule. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pratiquement que le poids de votre tête, éventuellement des épaules si vous avez un gros gilet, qui doit être porté. Donc, par contre, un petit point quand même, juste une petite aparté, si c'est un enfant, pensez à prendre un gilet enfant, hein, parce qu'il va être taillé plus petit. Si vous prenez un petit gilet adulte, vous pensez que ça va y aller, pas du tout, il risque de le perdre. C'était juste un petit aparté. Maintenant, le choix du gilet est important. Si vous allez au large, prenez plutôt un 270 Newton, comme là le gilet que je portais tout à l'heure, qui est gonflé maintenant. On voit qu'il y a beaucoup plus de flottabilité. On voit aussi qu'avec la Socutal, regardez, il ne peut pas remonter. Chez Olivier, ça passait par-dessus sa tête. Là, c'est impossible. Il reste complètement calé. Et il a aussi des petits flotteurs. Nous, on a pris avec des petits flotteurs comme ça sur les côtés. Et on voit qu'il y a un flotteur un petit peu plus gros que l'autre. Ça vous permet que si vous êtes tombé à l'envers, il vous retourne beaucoup plus facilement. Si vous êtes au large aussi avec des cirés, du matériel un peu encombrant, il faut mieux aussi avoir un 270 Newton qu'un 150 Newton. Bon, pour voir celui-ci, là, c'est un 150. Je vais vous le montrer gonflé. On voit tout de suite la différence de volume qu'il y a entre les deux, hein. Donc, n'hésitez pas, ça peut vous sauver la vie. Prenez un gilet qui corresponde à votre style de navigation. Donc, si vous naviguez au large, ce style de gilet, c'est l'idéal. Autre problème qu'il a rencontré, c'est qu'il se faisait recouvrir par la mer, toutes les vagues qui lui passaient par-dessus la tête. Donc, essayez de choisir aussi un gilet comme celui-ci, équipé. Vous voyez, celui-ci, si vous êtes en mer, vous passez votre protection. Ça se cale en dessous comme ça. Je ne suis pas en face, alors c'est pas facile. Voilà. Et là, on voit que la mer va se briser là-dessus, mais vous allez toujours avoir de l'air. Il y a l'air qui passe ici et vous avez des entrées d'air sur les côtés. Comme ça, vous êtes bien protégé. Ça vous évite de prendre la tasse. Il faut savoir qu'Olivier, lui, du coup, il avait un peu d'eau dans les poumons. Ce système-là, il aurait évité ce gros désagrément qui aurait pu être fatal finalement à la longue. Enfin, dernier problème qu'Olivier a rencontré, c'est ce repérage. Si on tombe en mer en solitaire, bien sûr, personne ne va vous voir tomber. Vous êtes tout seul au milieu de l'eau. Donc, il est extrêmement important, c'est d'essayer de se faire repérer le plus vite possible. Pour ça, vous avez des balises que vous pouvez avoir. Là, par exemple, vous avez une balise AIS qui va envoyer un signal de secours à tous les bateaux qui sont autour de vous et qui aura votre position précise. Ça, c'est une possibilité. Je vais libérer Mu. Hop, qu'elle puisse respirer. Voilà. Et là en dessous, vous voyez un autre système de balises. Là, c'est une balise que je conseille plutôt pour les solitaires. Hein, ça va vous permettre d'envoyer le secours, non plus là cette fois-ci en AIS, mais exactement comme une balise de détresse de bateau, donc au satellite, qui va prévenir tout de suite les crosses de votre position, de votre situation. On va pouvoir vous retrouver aussi extrêmement facilement. Sachez qu'il existe aussi sur le marché des balises un petit peu plus grosses que celle-ci qui vont allier l'avantage de la balise satellite et de l'AIS. Donc ça, c'est possible aussi. Autre point important si vous êtes en l'eau, jamais oublier, c'est là on voit derrière les cheveux, vous avez une petite lumière, donc essayez d'avoir un gilet aussi équipé de cette petite lumière qui va se mettre en route dès que vous êtes à l'eau. Vous pouvez, si c'est de jour, la couper, ici, clac, vous coupez et vous ne consommez pas d'énergie. Dernier point que je voulais aborder dans ce bilan, c'est la résistance au froid. Quand Olivier était récupéré, il était en légère hypothermie et il est resté qu'1 heure et demie, 2 heures dans l'eau et c'était en plein été, donc au moment où l'eau n'est pas si froide que ça. Donc il faut savoir que si vous tombez à l'eau, le froid, c'est votre premier ennemi. Donc pour le combattre, ne pas faire ce qu'a fait Olivier, c'est-à-dire éviter de nager, malgré que on pense tous qu'en nageant, on va se réchauffer, ce qui est vrai dans un premier temps, mais le problème, c'est que vous allez pomper énormément d'énergie, et donc toute l'énergie que vous aurez consommée sur très peu de temps,
vous ne l'aurez pas pour durer. C'est parce que les secours peuvent prendre plusieurs heures, voire une journée avant d'arriver. Donc il faut absolument garder la chaleur le plus possible. Le fait de nager aussi, souvent psychologiquement, on a l'impression d'agir pour son sauvetage, puisqu'on bouge. Ben, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut rester le plus statique possible, en position fétale si possible. Vous repliez bien, vous serrez les bras contre vous le plus possible, vous essayez de garder la chaleur, vous bougez le moins possible pour garder la chaleur. Et ça, c'est important. Si vous êtes plusieurs à tomber à la mer, essayez de vous resserrer les uns les autres, tenez-vous le plus serré possible et ça va augmenter considérablement vos chances de survie. Et nous voilà arrivés au bout de ce bilan. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis, en attendant de vous retrouver, ça sera toujours avec plaisir. Je vous souhaite excellente navigation.